département de la Haute-Loire. Donc, alors comparé aux Yvelines et à la Gironde, vu précédemment, on est un petit département rural, hein, moins d'habitants, beaucoup moins d'agents. Néanmoins, on commence à se structurer autour de la donnée et du décisionnel. Donc là, je suis avec Patricia Talobre, qui est aussi présente ce matin, et qui pourra intervenir sur différents points qu'on va évoquer. Du coup, on est structuré d'une façon où, d'un côté, on a la DSI qui va gérer l'application d'IGDASH et les différentes applications décisionnelles dont on a et qu'on aura dans le futur. Et moi, du coup, je suis plutôt rattaché à une direction générale adjointe, direction des ressources, qui travaille plus sur la donnée et qui par rapport aux besoins des différentes directions et des différents métiers. Au niveau, avant d'attaquer ce que je voulais vous présenter, au niveau du contexte du département, par rapport au décisionnel, c'est quelque chose qui est très récent chez nous. Alors, on utilise BO depuis déjà pas mal d'années maintenant, mais c'est vrai qu'on a vraiment mis un pied dans le décisionnel avec la fin 2019 et début 2020, avec notamment donc l'acquisition de DIGDASH en janvier. On a également mis en place un entrepôt de données aussi en ce début d'année, et on a acquis un outil, un ETL, donc Blueway, au mois de juin, sur lequel on a été formé dans la foulée et qu'on est en train de mettre en place. Donc là, au niveau du système d'information décisionnelle, c'est vraiment 2020 où on a tout attaqué de front. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, l'avenir nous le dira en fonction de ce qu'on arrive à faire et à produire. Mais bon, néanmoins, ça a été un choix de la collectivité de partir d'entrée sur les différentes briques du SID pour construire au fur et à mesure et en fonction des besoins. Donc là, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, on est encore loin de disposer d'un portail décisionnel avec différentes rubriques et différents accès, suivant les thématiques, les métiers, les dispositifs que le département gère. Bon, néanmoins, c'est un objectif qu'on souhaite atteindre d'ici ou quelques mois ou 2 à 3 ans pour disposer de quelque chose d'assez construit comme ce qu'on a pu voir côté Gironde ou côté Yvelines. Néanmoins, là, 2020, c'est vraiment, on est basé sur la récolte, on va dire, massive de données par rapport à des sources qu'on connaissait déjà auparavant, qu'on s'est structurées et construites, et dont les données qu'on dispose sont fiables, pour pouvoir commencer à construire des tableaux, faire de la visualisation et construire des indicateurs qui vont aider au pilotage de la collectivité. Donc ce matin, j'avais prévu de vous montrer deux, trois exemples. Donc là, le premier, celui que vous voyez à l'écran, c'est en lien avec la politique achat qui a été mis en place l'année dernière également, c'est assez récent au niveau du département. Donc en fait, la politique achat est menée par le service achat et commande publique. Et cette politique achat avait 2 objectifs principaux, c'était de d'assurer juridiquement tous les achats qui sont passés par la collectivité. Donc s'assurer que suivant les montants, on a bien une procédure, on a un marché, on a des appels d'offres, on a de la mise en concurrence qui sont passés. Et le deuxième objectif, c'était d'optimiser et d'améliorer la gestion des différentes dépenses, et que quand sur une année on faisait plusieurs petits achats pour un même domaine ou une même thématique, que on pourrait éventuellement regrouper ça au niveau d'un marché et faire jouer la concurrence, avoir des prix peut-être un peu plus bas et une meilleure prestation sur l'ensemble. Donc ça, ces 2 objectifs ont été fixés l'année dernière avec donc des indicateurs et un besoin de tableau de bord pour pouvoir analyser ça. Donc là, le tableau que vous voyez, donc ça reste très simple, hein, c'est par rapport à ce qu'on a vu précédemment. On est sur quelque chose de très simple qui permet de visualiser très rapidement les différents éléments qui sont en lien avec l'achat. Donc ce tableau, il se base sur une source de données qui fait une union de 2 autres sources, donc dans un fichier Excel qui est unifié avec une base de données. Donc la base de données de notre application métier qui est Astre pour la gestion financière. Et en fait, on a fait ça parce que au niveau de la politique achat, l'année dernière, il a été défini une nouvelle nomenclature marché. Donc chaque achat, chaque mandat de dépense
devait être attaché à une nomenclature qui correspondait avec le type de l'achat. Et comme ça a été mis en place en début d'année 2020 dans notre outil de gestion financière, on voulait aussi avoir une vision de cette nomenclature sur les années précédentes. Donc, on a demandé au service de remplir, de rattacher chaque mandat de dépense qu'ils ont fait sur les 3 dernières années avec un code nomenclature pour qu'on ait cette vision sur 3 et maintenant 4 ans avec 2020 intégré. Donc, au niveau du tableau de bord, c'est assez simple. On a donc des KPI qui montrent la totalité des dépenses que ça représente donc sur 4 ans. Donc, ça peut paraître pas énorme comme ça, effectivement, mais derrière, il y a quand même pas mal beaucoup d'achats, donc 42 000 actes d'achat qui ont été réalisés et on travaille avec 4 500 fournisseurs qui sont sur la Haute-Loire et hors Haute-Loire, évidemment. Et donc ça, ce tableau de bord, il est aujourd'hui en production. Alors là, il s'appelle test dépenses. On est sur le modèle test, mais le réel est en production au niveau du service achat. Et ce tableau de bord, il a 2 finalités. C'est pouvoir d'un côté identifier, analyser et explorer au niveau des données tous les achats qui sont réalisés, dits sans marché ou sans mise en concurrence, pour voir si effectivement, la mise en concurrence a été faite d'une façon, mais dont on n'a pas identifié. Je pense notamment aux consultations faible montant qu'on est en train de travailler pour essayer de les identifier un peu mieux que ce que c'est actuellement. Ou alors si réellement c'est des dépenses qui auraient dû être faites dans le cadre d'un marché et pour lesquelles c'est passé outre. Et donc là, pour pouvoir sécuriser un peu ce volet-là. Et l'autre finalité de ce tableau, c'est de pouvoir analyser les dépenses communes qui sont faites par plusieurs directions, mais pour lequel il n'y a pas de regroupement autour d'un marché commun. Et en fait, c'est ces différents achats de mobilier, de chaises ou de travaux de prestations qui sont identiques mais réalisés par plusieurs services et plusieurs directions. Et que l'idée, ça serait de pouvoir regrouper ça au sein d'un seul et même marché pour qu'on puisse avoir une vision globale et après faire jouer la concurrence et avoir des prix attractifs. Donc au niveau du tableau, il est construit assez basiquement. Donc on a quatre fenêtres, donc avec les montants des achats, donc que ce soit par an, on a l'évolution par année du montant, avec le nombre d'actes d'achat réalisés et le nombre de fournisseurs qu'on fait travailler chaque année. On a ici donc un graphique qui est plutôt intéressant pour la première finalité, c'est la répartition des achats qui sont réalisés avec et sans mise en concurrence. Et donc on voit bien que au fil des années, on était en légère augmentation avec plus de 85% des dépenses qui sont passées dans le cadre d'un marché. Bon, cette année c'est un peu exceptionnel, je vous le montrerai juste après. Par rapport à la crise sanitaire, il y a eu différents achats qui ont été passés et tous sont passés hors marché, ce qui fait baisser un peu le taux. Donc on a ça, on a la répartition de ces dépenses par investissement et fonctionnement. Donc là en bleu foncé on est sur de l'investissement, donc on voit que cette année on est quasiment 3/4 en investissement, 1/4 fonctionnement. Ici on a donc les différents segments de la nomenclature achat et donc les dépenses qui sont réparties par ces segments-là, avec un segment par exemple voirie qui représente quasiment la moitié des dépenses achats du département. Et en fait, quand on descend, ensuite, on peut naviguer dans la hiérarchie, enfin dans la nomenclature, avec ici l'affichage des familles et puis des sous-familles en fonction de ce qu'on sélectionne. Donc là, tous les graphiques et les KPI se mettent à jour. L'intérêt d'un tableau de bord interactif, c'est ça, hein, se mettent à jour suivant ce qu'on filtre dans tous les 4 graphiques d'ailleurs. Et donc ensuite, on a un dernier graphique qui permet de voir la répartition des dépenses par direction, suivant les directions qu'on sélectionne. Et par exemple, si je prends la DSIRN, on voit donc les segments qui sont utilisés, donc essentiellement informatique et télécom, des achats en informatique et télécom réalisés par la DSI. Et on a aussi donc en deuxième page, donc on reprend les mêmes KPI, on a un graphique qui montre d'une autre forme que le camembert la répartition par segment, et surtout on a le tableau des dépenses. Alors là j'ai pas filtré, il va être un peu lourd. Là on a le tableau des dépenses et en fait là on a le détail réellement de toutes les dépenses avec le service qu'il a passé, la direction, l'année, le numéro de mandat pour retrouver le mandat dans notre gestion financière, l'objet, le fournisseur, s'il y a un marché ou pas, la nomenclature et le montant de la dépense.
Donc ça, ce tableau, donc il est utilisé purement et simplement au niveau du service métier. Alors, je vais vous montrer un exemple de son utilisation. Vous voyez un petit peu le travail qui est mené et à quoi il sert. Donc là, sur la première finalité, pour voir par exemple toutes les dépenses réalisées hors marché. Donc là, si on sélectionne ici la partie hors marché, donc on voit que ça représente 24, presque 25 millions d'euros pour lesquels on n'a pas de mise en concurrence. Si on regarde une analyse au niveau des segments, donc on voit que le plus gros segment, c'est moyens généraux. On va prendre du transport, bâtiment, espace vert, où il y a beaucoup d'achats qui sont faits hors marché. Si on descend un petit peu au niveau des moyens généraux, on remarque que moyens généraux, alors là, ce qui est marrant de voir, c'est que sur les années précédentes 2020, on était sur une moyenne d'à peu près 750, 800 000 euros d'achats réguliers hors marché. Et il y a eu une explosion en 2020 avec 2,4 millions qui sont passés. Et donc, si on clique sur l'année 2020 et ces 2,4 millions, on voit que c'est à 70% dans la catégorie produits textiles, cuir et vêtements. Et donc, si j'enlève 2020 et que je vais dans produits textiles, cuir et vêtements, effectivement, les années précédentes, on était à 40 000 euros de dépenses hors marché. Et là, cette année, on est passé à 1,7 million. Et on voit que c'est de l'équipement de protection à usage unique où il y a eu une explosion de dépenses hors marché cette année, par exemple. Donc là, c'est tout ce qui est achat de masques pour les agents du département, de blouses, de surblouses, d'équipements de protection, etc., de moyens d'outils de nettoyage à destination et des EHPAD et des collèges et des différents bâtiments du département. Et donc là, on arrive à identifier très rapidement, effectivement, ces achats-là. Si je me mets sur 2020 et cette catégorie ici, on voit bien qu'après, dans le tableau des dépenses, on peut voir en détail tout ce qui a été acheté. Et on a bien donc, tout ce qui est gants de protection, masques réutilisables, etc., des blouses. Donc ça, ce tableau de bord, il est utilisé pour ça. On a la même chose, si je vous montre pour la deuxième finalité, donc je reviens à l'état initial. Voilà, la deuxième finalité de ce tableau, c'est de pouvoir voir les dépenses les achats qui sont réalisés sur un même secteur, un même segment ou une même famille, mais par plusieurs directions. On s'est rendu compte ces derniers mois que donc on a un service achat qui est en charge du marché de tout ce qui est de mobilier de bureau. Donc on a un marché mobilier de bureau qui est sur 4 ans. Et en fait, on s'est rendu compte que d'autres directions achetaient des sièges, des fauteuils, du mobilier, de rangement en dehors du marché. Et donc pour ça, pour pouvoir analyser ça, du coup, on est allé sur la partie moyens généraux. Donc moyens généraux, mobilier, équipement et fourniture de bureau, donc ça c'est la famille. Et dans la sous-famille mobilier de bureau ici, donc on a 237 000 euros de dépenses. Et ben on constate que donc il y a la DRI, donc c'est le service achat qui est en charge du marché mobilier de bureau. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait 3 autres directions qui faisaient des achats de mobilier de bureau en dehors du marché du coup. Et donc parmi ceux-là, au niveau de la DRH, on va pouvoir aller analyser, rentrer au niveau de DRH, et là après dans le tableau des dépenses, pouvoir voir en détail qu'est-ce qui est acheté dans cette catégorie-là, et on voit que c'est essentiellement donc tout ce qui est siège ergonomique et matériel adapté pour les postes de travail. Parce qu'à la DRH, du coup, il y a un ergothérapeute qui fait des achats de matériel pour améliorer le confort de travail des agents suivant les demandes qu'il y a. Et donc là-dessus, ça a mis en évidence et en vision cette partie-là. Et donc pour le prochain marché de mobilier de bureau, il y aura toute une intégration et un découpage en lots qui sera fait, avec un lot pour de la partie ergonomique, un lot également pour tout ce qui est mobilier mobilier de scolaire pour les collèges. Cela, du coup, il y a une autre direction qui était là-dessus, et c'est elle qui, donc si je me mets ici, donc mobilier de bureau, on avait vu que l'autre direction, voilà, on avait la DIST, donc direction des bâtiments, entre autres, qui achetait aussi du mobilier de bureau pour les collèges. Donc là, pareil, d'intégrer ça dans un lot et de pouvoir faire passer tout ça sur un seul et même marché et géré par une seule et même entité dans la direction.
Donc là aussi, pour optimiser la dépense et rationaliser la gestion au niveau du département. Et donc cet exemple, on l'a sur plein d'autres thématiques et plein d'autres travaux qui sont réalisés chez nous. Donc ça, ce tableau, il est utilisé essentiellement pour ça, pour répondre à ces deux finalités et explorer, naviguer les données achats. Un deuxième tableau que je voulais vous présenter très rapidement du coup. Alors il est un peu différent dans le sens où celui-ci, donc c'est pas un tableau pour explorer et naviguer dans les données, mais purement pour de la communication et présentation d'un dispositif. Donc là, on est sur un dispositif qu'on appelle 4311. Donc en fait, c'est un dispositif instauré depuis le début du mandat qui accompagne les EPCI et les projets qui sont menés par les EPCI du département de la Haute-Loire. En fait, le département aide ces EPCI, subventionne les projets, des projets qu'elles peuvent porter. Et donc là, on a tout un tas d'informations sur ça. Donc ça s'appelle 4311 parce qu'on a 11 EPCI dans le département 43 donc de la Haute-Loire. Et donc par convention et par convention avec chacune de ces EPCI, on a des aides sur différents projets. Donc là, on a intégré une charte graphique un peu différente. Donc là aussi avec des éléments que nous a fourni DigDash pour pouvoir travailler là-dessus. Ce qui nous permet d'avoir un autre rendu avec des KPI là aussi qui apparaissent de façon statique. Donc là, il y a peu d'interactions, si ce n'est qu'on peut cliquer pour sélectionner les EPCI ici. Mais on est vraiment sur de la consultation à destination d'élus. Donc pour l'instant, c'est pas ouvert aux élus, mais on est sur c'est des éléments qui peuvent être fournis assez facilement à des personnes qui peuvent le demander. Donc, on a de la dépense subventionnable. Donc, ça, c'est le coût total des projets que va aider le département avec un nombre de dossiers concernés. Le montant de l'aide votée. Donc, on est sur 43 millions d'aides votées pour ce dispositif-là. Et puis là, on a deux indicateurs qui sont plutôt internes avec le montant engagé et le paiement qui a déjà été versé dans le cadre de cette aide aux EPCI. Donc là, après, suivant nos différentes EPCI, on a ces montants, on retrouve ces montants. Donc la subvention, le montant voté, la dépense subventionnable et le paiement qui est déjà réalisé sur les projets. Le nombre de dossiers de contrat par contrat et l'avancement global de ces dossiers. Donc on voit qu'on est à moitié de soldés. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a encore des dossiers qui rentrent, qui arrivent, des nouveaux projets, donc des nouveaux dossiers à financer. Donc c'est pour ça qu'on est toujours à peu près autour de 50-55% de soldés. Donc là on est plutôt à 48%. Et on a aussi mis en place un indicateur. Alors là, il faut peut-être qu'on le retravaille et surtout qu'on le complète sur chaque EPCI pour voir l'avancement du versement qui est fait. Donc là, on est à 53% de l'aide votée au total qui a été versée. Donc 23 millions des 43 millions, voilà, on est à 53%, sachant qu'il y a un objectif d'ici la fin du mandat, donc ça va être très très bientôt, d'atteindre plutôt les 80%. Donc on en est un peu loin, mais il y a beaucoup de dossiers qui vont se terminer avec des gros montants. Donc logiquement, on devrait être plutôt dans les clous et plutôt pas mal pour ça sur ce truc-là. On a une deuxième page qui montre de la même façon, donc construite à l'identique, mais là on est par type de projet. Donc suivant le type de projet qui est aidé, donc on peut avoir des projets d'équipement sportif, équipement culturel, patrimoniaux, scolaires, de l'aménagement de bourgs, des projets économiques et d'assainissement, de numérique, environnement, etc., etc. Donc là, économie, on est sur, donc on voit que c'est économie qui est le plus aidé. Donc là, en fait, on est sur un dispositif qui est annexe au 4311 qui s'appelle l'immobilier d'entreprise, aide à l'immobilier d'entreprise. Et en fait, le département, par convention avec chaque EPCI, aide les entreprises à s'agrandir ou à construire et apporte une aide au niveau du bâtiment. Donc lorsqu'il y a un agrandissement du bâtiment ou une construction d'une extension, voilà, il y a une aide qui est apportée par le département et donc on voit que c'est ce type de projet qui est le plus financé dans ce cadre-là. Et donc là, pareil, on retrouve les mêmes éléments avec la dépense subventionnable, le paiement déjà réalisé et la subvention votée. Le nombre de projets par
par type de projet, nombre de dossiers par projet, pareil. Et ici, donc, on a fait deux éléments de graphique à bulles. Alors là, comme ça, ils sont pas forcément intéressants. Ils le sont plus après quand on sélectionne une EPCI pour voir s'il y a des écarts. Donc là, par exemple, sur certains, est-ce que sur certains types de projets, on a accordé plus de subventions par rapport au coût total du projet, ou inversement, si la subvention est faible alors que le coût du projet semble énorme, le taux de subvention est peut-être plus bas ou plus élevé. Là, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, ce qu'on peut remarquer avec ce type de graphique, c'est qu'ici, sur la partie assainissement, on voit qu'en subvention, bon, c'est en 4e position parmi les aides. Par contre, il y a énormément de dossiers. Donc, en fait, c'est plein de petits dossiers d'assainissement. On est un département rural avec beaucoup de petites communes qui n'ont pas encore l'assainissement qui a été mis en place. Donc, ça aussi, ça a été une volonté forte du président sur son mandat pour faire en sorte que la majorité, voire la quasi-totalité des communes du département puissent avoir un assainissement, un vrai assainissement en place. Donc là, on a encore beaucoup de dossiers qui sont subventionnés avec un montant beaucoup moins élevé que d'autres, comme par exemple aménagement de baux ou équipement service à la personne. Et ensuite, on a là aussi un 3e onglet avec le détail. Donc, suivant le PCI qu'on peut sélectionner, on retrouve les éléments donc avec le nom du projet, le nom de l'EPCI et puis les différents montants qui sont indiqués. Voilà, là, le coût total du projet, la subvention, montant engagé, montant payé. Et là, il manque la colonne pour pouvoir faire apparaître l'indicateur d'avancement. Donc, suivant le paiement qui a été réalisé par rapport à la subvention votée, voir où on en est sur ce projet-là. Donc ça va bientôt être mis en place et à disposition donc dans un premier temps, des gens du métier pour pouvoir ensuite communiquer lorsqu'il y a des demandes. Et là, on arrive en fin de mandat, donc les demandes sont de plus en plus fortes au niveau et des cantons et des EPCI pour savoir ce qui a été fait, où ça en est, et l'avancement de chacun des projets. Et si d'ici la fin du mandat, on sera sur un taux de réalisation proche des 80% ou pas. Donc voilà ce qu'on voulait vous montrer. Donc après, effectivement, on est parti sur de la réalisation assez directe, je veux dire, en prenant une thématique, le travailler avec le métier concerné, mettre en place un tableau de bord pour qu'il puisse être utilisé. On a d'autres thématiques qu'on travaille aussi, notamment côté RH, en ressources humaines et puis sur différentes aides aussi du département et subventions, volet subventions. Donc voilà, on travaille de cette façon suivant un besoin qui est exprimé par le service métier ou par la direction générale aussi. Et on met en place un tableau de bord qu'on construit petit à petit, qu'on agrémente et qui est utilisé. L'objectif, c'est qu'on puisse mettre en place quelque chose qui soit utilisé très rapidement, quitte après à le modifier ou le compléter et l'ajuster par la suite, mais qu'on puisse avoir quelque chose qui soit travaillé rapidement, que les gens puissent s'y mettre tout de suite. Et ça permet aussi, nous, de pouvoir ajuster quelquefois les éléments et de revenir sur des choses qu'on aurait fait avant pour pouvoir le compléter ou l'améliorer et le faire différemment. Mais bon, c'est vrai que on a attaqué donc en début 2020, et là on a quand même beaucoup de sources de données disponibles qu'on a travaillées, qu'on est en train d'intégrer dans l'entrepôt de données aussi. Donc je pense qu'il va falloir, la prochaine étape, ça va être de réfléchir sur une structuration, donc type portail décisionnel ou quelque chose qui soit un peu plus globalisé, un peu plus structuré pour accéder à toutes ces données-là. Mais voilà, la réflexion, il va falloir qu'on l'amène rapidement. Mais cette année, c'est un peu particulier vu qu'on attaque et l'entrepôt, et le TL, et Digdash. On essaye de mener tout en parallèle. C'est pas évident, mais bon, du coup, on avance sur tous les fronts en même temps. Et ça permet aussi d'ajuster un petit peu à chaque fois le rendu ou les choses qui sont prévues ou réalisées en fonction de l'avancement d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, moi j'ai une question. Et vous êtes combien à travailler sur le projet?
Alors, du coup, ce que je disais, on est séparé entre la DSI, où donc il y a avec Patricia Talobre qui travaille sur la mise en place de l'application en elle-même, donc la mise en œuvre de Digdash. Elle travaille aussi sur des sources de données en lien avec les applications métiers, donc les bases de données qui sont derrière. Moi, de mon côté, donc au niveau de la direction ressources, on est deux. Enfin, on est deux. Je suis avec une personne qui est en alternance. Donc, on est deux à travailler à 100% sur cette partie décisionnelle. Et on a un réseau de référents dans chacune des directions, avec un ou deux référents qui ont aussi en charge qui ont pour vocation et pour but d'avoir un accès sur toutes les données de leur direction et de pouvoir les identifier, les travailler et les intégrer en source de données dans Digdash, ou du moins participer à leur identification et intégration dans Digdash. Voilà. Donc on est structuré sur ces trois fonctionnements-là, à la fois la DSI, le réseau de référents, et puis nous, côté direction ressources, sur la partie décisionnelle. Et du coup, les référents métiers, enfin dans les services métiers, ils ont accès à Digdash aussi? Oui, absolument. Ils ont accès à Digdash, ils ont été formés. Alors c'est là où le Covid excuse pas tout, mais malheureusement, on a été formés sur Digdash fin février. Et bon, du coup, mi-mars, on nous a demandé tous de rentrer chez soi. Donc ça a mis un petit coup d'arrêt dans l'avancement du projet. Bon, ça a bien repris depuis la rentrée, depuis l'été. Mais oui, des référents métiers ont été formés à Digdash. Pour certains l'utilisent. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué parce que ça demande un peu de temps au début pour s'y mettre dedans et appréhender à la fois les données et l'outil. Mais oui, ça a été un choix de notre part que ces référents puissent accéder à l'outil et l'utiliser pleinement. Ok, merci. Sur les métiers en général, vous avez Alors Alexandre, on vous entend pas. Je ne sais pas si c'est comment ou pas. Ouais, j'entends. Je ne sais pas si vous pouvez reformuler votre question, peut-être en la tapant sur la partie textuelle de la console, parce qu'on ne vous a pas du tout entendu. Je rappelle aussi qu'il y a possibilité de se connecter avec votre téléphone. J'ai mis dans la partie texte le numéro d'accès téléphonique auquel vous pouvez accéder. Vous n'aurez que la partie audio, bien sûr, mais vous pouvez suivre d'un côté la partie vidéo sur votre PC avec votre connexion Internet et de l'autre côté la partie téléphone. Va vous permettre d'écouter tout ce qui est dit avec peut-être une meilleure qualité de réception pour ceux qui ont des problèmes d'Internet. Alors, je me demandais si vous avez pu bénéficier d'un sponsor type DGS ou DGA pour ce projet et l'accès aux référents data de chaque métier. Alors la question, je risque peut-être de répondre à côté, enfin je vais voir, mais sur ce projet, donc le projet a été identifié, il est porté donc par la direction générale adjointe. Moi, je suis rattaché à la direction générale adjointe. Il a été porté effectivement par le DGS au tout début, donc pour la mise en place de tout ce système d'information décisionnelle. Donc clairement, ça a été présenté à tous les directeurs de la collectivité avec une validation par chacun d'eux et poussé et porté à la fois effectivement par le DGS et par le DGA, donc le DGA qui est mon directeur direct. Donc oui, ce projet, il sort pas juste de dire c'est dans un service, à un endroit, il y a un truc qui est fait. Le projet a été identifié vraiment au plus haut, intégré et présenté par le DGS. Et là, maintenant, porté et suivi par le DGA. Donc, il y a un rendu qui est fait au DGA assez régulier sur l'avancement de ça, des objectifs qui ont été fixés et donc qu'on essaye d'atteindre et de combler au fur et à mesure. Mais oui, effectivement, et même les référents. Alors, pour les référents data, ils sont pas identifiés au niveau fiche de poste. Alors, je ne sais pas si c'était peut-être le sens de la question ou pas, mais ça avait été une demande qu'on avait fait au début pour dire intégrer dans la fiche de poste de ces référents
qu'il y ait un temps de travail qui soit consacré à l'étude, l'analyse et le traitement des données et leur valorisation. Bon, le choix a été fait un peu différemment, de dire on les identifie comme des référents data. Donc on sait que c'est à eux qu'on peut s'adresser et que chaque personne de leur direction vient vers eux pour des questions sur les données. Que nous, c'est notre entrée dans chaque direction pour pouvoir travailler sur les données aussi. Mais ils sont pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas du temps, c'est pas officiel qu'ils aient du temps à consacrer là-dessus, mais ça a été dit et validé aussi malgré tout pour ça. Donc ils sont bien identifiés en tant que référents data et ils peuvent pas dire non, j'ai pas envie. Alors ça, en plus que les personnes qui ont été sélectionnées, c'est des personnes qui ont quand même une appétence pour la donnée, qui en traitent déjà pas mal dans leur direction. Donc c'était vraiment de cadrer un peu plus en disant les méthodes et autour de méthodes et d'outils identiques pour chacune des directions pour pouvoir travailler de la même façon sur les données et pouvoir les exploiter et bientôt les croiser entre directions et entre thématiques et domaines. Juste pour rappel sur cet aspect effectivement que je vais appeler conduite du changement, c'est vrai que c'est un des points très importants du déploiement des tableaux de bord Digdash et des succès de votre déploiement de tableaux de bord au sein de l'organisation. Donc effectivement, ça peut être une initiative de la DGS, du DGA, etc. Mais ce qui est important quand vous impliquez les métiers, qu'il y ait de la compétence d'un côté, mais aussi que ce soit une relation win-win, c'est-à-dire que vous allez leur poser des questions, leur faire des demandes, mais d'un autre côté, vous allez in fine leur fournir des tableaux de bord qui vont leur être utiles également. Donc je pense que c'est important de mettre en place cette relation win-win assez rapidement pour le succès du projet, quoi. Oui, alors du coup c'est pour ça que c'est le premier tableau que je vous ai présenté, c'était un peu dans ce sens-là. C'était de dire effectivement il y avait un besoin assez rapide. Donc moi j'avais fait un premier tableau de bord de démo au niveau du service et de la direction générale sur cette partie, la politique achat, donc, pour dire, ben voilà, avec un tableau de bord Digdash, c'est pas juste de la visualisation, on peut aller très finement dans les infos, on peut explorer en fonction de ce qu'on veut, des critères qu'on recherche. Et du coup, tout de suite, effectivement, le service achat a vu un intérêt là-dessus. Donc, on est passé sur un modèle de démonstration à un tableau de bord, une V1 qui a été un peu plus travaillé avec un peu plus d'éléments. Et puis là, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est une V2 qui intègre, qui unifie à la fois des données Excel et des données bases de données relationnelles. Mais voilà, c'était aussi l'intérêt et la volonté de la DG de dire OK, on va là-dedans, on achète des outils parce qu'on sait qu'on a un vrai besoin, mais on aimerait pouvoir, puis c'est aussi un peu mon souhait, de pouvoir montrer ce qu'on pouvait faire ce que c'est que la valorisation de la donnée et de la mise à dispo d'indicateurs de pilotage et de gestion, et de pas attendre 3 ans, 4 ans pour pouvoir mettre en place un entrepôt, de pouvoir structurer, fiabiliser les données avant de montrer quelque chose. Donc voilà, c'était un peu l'objectif de ça, c'était de dire OK, on part là-dessus, OK, je porte le projet, mais il faut du concret assez rapidement pour montrer la puissance du traitement et de la valorisation des données, ce qu'on peut en faire et que toutes les directions et tous les métiers ont un besoin identifié plus ou moins, mais un besoin, et que rapidement on peut répondre à ce besoin. Alors rapidement aussi en fonction des moyens et des ressources qu'on a évidemment. Mais oui, c'est important de pouvoir montrer du concret assez rapidement. Ok, bon merci bien en tout cas pour cette partie, Rémi. Alors il y a une dernière question qui est posée par Alexandre sur la partie entrepôt de données, ETL, dimensionnement des effectifs côté DSI. Oui, alors bon, du coup, je sais pas si Patricia veut répondre, mais donc côté DSI, effectivement, il y a un service études et applications qui est en charge de la mise en œuvre, donc à la fois de l'ETL et de Digdash. Après et côté et de BO, Rémi, et de BO aussi. Vas-y si tu veux. Oui, excusez-moi, du coup, oui, donc comme moi je suis partie côté service études et applications, donc on est 7 personnes à gérer toutes les applications, donc on va dire métier du département, et donc plus en plus la mise en place technique, on va dire, donc de Digdash, de BO,
et de Bluey, mais Bluey, donc notre ETL qu'on vient juste d'acquérir et qu'on commence à y travailler dessus, n'est pour l'instant qu'au niveau de notre service.